Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait le point sur mon portefeuille PEA et à la fin de la vidéo, je vous parle d'une action qui pourrait m'intéresser et qui est extrêmement sous-évaluée. Mais avant de commencer, j'ai regardé un petit peu les statistiques de la chaîne et j'ai vu qu'il y avait plus de 50% des gens qui regardaient régulièrement les vidéos qui n'étaient pas abonnés. Alors si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à vous abonner. Et on commence avec FDJ. FDJ, on a eu pas mal de news ces derniers temps, je vous montre ça tout de suite. Vous voyez qu'en termes de graphique, on a une hausse qui est impressionnante. Là, on est en weekly. On a créé un gap qui est assez important. Attention, on pourrait venir le recombler en partie, pourquoi pas. Mais vous voyez que pour FDJ, on avait une tendance plutôt baissière. Et là, on est en train de remonter fortement à la hausse. Personnellement, j'ai acheté aux alentours des 26 €, assez proche de son introduction en bourse, et depuis j'ai gardé ma position. J'ai pas une position qui est énorme, mais quand même c'est une action qui a un bon rendement. Et actuellement, on a des choses qui sont intéressantes en termes d'actualité. Déjà, et pas des moindres, attendez, je vais me réduire comme ça, vous verrez mieux. On a FDJ qui lance une OPA sur son concurrent Unibet. Alors vous allez voir, c'est pas uniquement Unibet, mais c'est un groupe entier. Donc en fait, là, comme vous le voyez, le but de la FDJ, c'est de racheter Kindred Group, qui est listé à la bourse de Stockholm et qui détient notamment Unibet. Le but, donc, c'est de racheter un concurrent européen. Et pour ça, ils offrent de racheter les actions avec une prime de 24%. Par rapport à la dernière clôture, au prix de la dernière clôture de l'action. Donc en gros, les détenteurs d'actions Kindred Group peuvent vendre leur action avec une prime de 24%, une plus-value encore en plus finalement de 24%. Et comme vous le voyez sur le graphique, le marché il a plutôt très bien accueilli cette annonce. Mais c'est pas tout. Et oui, l'entreprise, elle annonce aussi une forte croissance de son chiffre d'affaires au-delà de ce qui était attendu par le consensus de marché. Donc forcément, on a aussi un marché qui réagit positivement et le cours de l'action qui augmente. Rapidement, la Française des Jeux, c'est quand même une société qui est très solide, avec aucun warning, une profitabilité qui est notée à hauteur de 8 sur 10, avec des valeurs qui sont supérieures au secteur d'activité. On a un ROE de 40%, ce qui est très intéressant, largement supérieur à ce qui se fait dans l'industrie. En termes de santé financière, c'est excellent aussi. On va aller se renseigner un petit peu plus sur les chiffres. On a un revenu qui est en croissance. On a un cash to debt qui est en légère diminution par rapport notamment à 2020 et le Covid, donc c'est très bien géré. Un business qui se répartit entre tout ce qui va être loterie, paris sportifs, etc., etc. Pour moi, c'est quand même un business qui est porteur parce qu'on a toujours des gens qui voudront chercher à faire des gains en termes de paris sportifs ou en termes de loterie, en termes de jeux d'argent, etc. C'est quelque chose qui existe depuis extrêmement longtemps et qui continuera d'exister à l'avenir. En France, la FDJ, ils sont en situation de monopole. C'est une chose positive, mais il faut quand même prendre en compte que c'est parfois attaqué au niveau européen, donc il faut rester prudent vis-à-vis de ce monopole en France. Et c'est une très bonne chose que la Française des Jeux cherche à faire de la croissance externe en rachetant des concurrents au niveau européen. Ensuite, on a Danone. Danone, je vous en avais parlé dans une dernière vidéo sur mon portefeuille PEA. Depuis, on a bien remonté. On devait se situer par ici. Quand je vous en ai parlé, je devais avoir un gain qui était aux alentours de 10%. Actuellement, je suis en plus-value latente de 20%, voire un petit peu plus. Donc, je suis plutôt content, surtout qu'on a cassé cette résistance haussière vers le haut. Donc, en théorie, on devrait se diriger vers les 65,1. Actuellement, il y a plein de choses qui se passent pour Danone. Il y a notamment une inflation en termes de produits d'alimentaires finalement qui augmente. Donc je pense que c'est aussi ce qui fait monter le cours de l'action, un petit peu comme Total avec le cours du pétrole. Donc un beau dividende pour Danone, même si ces 4 dernières années, on a eu un petit peu de mal, notamment à cause des répercussions du Covid, de l'inflation, etc. Mais on voit que ça continue de monter.
Donc c'est une action que j'apprécie, c'est une action qui est présente partout. Danone, c'est un portefeuille de marque qui est exceptionnel. Danone, c'est un portefeuille de marque qui est très important. Je crois qu'il y a quasiment 500 marques présentes dans toute notre vie quotidienne finalement, avec des produits laitiers, de l'eau et finalement tout ce qui va être alimentaire. Donc c'est incontournable. On a ensuite Capgemini, qui est l'un des principaux prestataires mondiaux de services informatiques. Pour Capgemini, j'ai un PRU qui se situe aux alentours des 155, donc actuellement, je suis à plus de 25% de plus-value latente sur le dossier, j'en suis très content. J'ai une position qui représente maintenant environ 4% de mon portefeuille, c'est une très belle action, on va aller voir ça tout de suite. Pour Capgemini, je m'étais notamment basé sur la GF Value de Guru Focus quand j'ai acheté aux alentours des 155 par ici, et vous voyez qu'on a encore pas mal de potentiel, on est encore légèrement sous-évalué, on devrait bientôt atteindre la médiane et pourquoi pas, comme ça a déjà été le cas, rejoindre des niveaux un petit peu plus hauts où l'action serait un petit peu plus surévaluée. En termes de rentabilité, vous voyez qu'on est sur un 10 sur 10, on a un avantage concurrentiel par rapport à la concurrence, on arrive à être plus rentable avec un ROE de quasiment 18%, ce qui est très intéressant. Ensuite, en termes de santé financière, on est sur un 7 sur 10. On va aller voir ça un petit peu plus bas. On a des revenus qui sont en croissance, voire même en forte croissance ces dernières années. Et un cash to debt qui se stabilise, qui se réduit légèrement depuis 4 ans. Donc c'est assez bien maîtrisé. On voit que c'est une entreprise qui arrive à faire du cash. Vous voyez en vert juste là. On voit qu'on arrive à monter notre cash et à réduire légèrement notre dette. Elle est stable depuis les 3 dernières années, donc c'est une situation assez avantageuse et assez intéressante pour Capgemini. Ensuite, très belle action aussi, c'est ASML. Je vous disais aussi récemment que j'étais rentré sur ST Microelectronics. ASML, j'ai un PRU qui se situe aux alentours des 560, donc je suis aussi actuellement avec une plus-value d'environ 26% si je vous dis pas de bêtises. Donc une société avec Capgemini qui m'est plutôt profitable, et je pense que c'est pas fini si on regarde à très long terme. Bon, effectivement on a eu la bulle internet de 2000, mais si on regarde à très long terme, on a quand même une très belle tendance haussière. Là, on le voit juste ici, on est en train de casser en weekly la résistance des 700 environ. Attention, il va falloir attendre la clôture. C'est pas dit que ça tienne jusqu'à vendredi, mais si on devait casser cette résistance en clôture, on pourra aller chercher plus haut, voire peut-être vers un nouvel ATH qui se situe à 760 €. ASML, c'est l'un des premiers fabricants mondiaux de matériel de lithographie. Alors c'est un procédé qui est très très spécifique, qui est lié aux semi-conducteurs, et ils ont un avantage concurrentiel parce qu'il n'y a que eux qui possèdent cette technologie, donc ils sont en quasi-situation de monopole vis-à-vis de ce produit. Donc c'est très intéressant en termes de business, c'est pour ça que je me suis positionné dessus. Ensuite on a Ruby. Sur Ruby j'ai une petite position avec un PRU aux alentours des 20 €, donc actuellement je suis en positif, je suis en plus-value. Mais comme vous le voyez, c'est une action qui est sur une tendance baissière depuis 2018. Et attention, on a quand même une résistance baissière qui tient le coup depuis maintenant plus de 3 ans. Actuellement, on est dessus, vous voyez qu'on n'arrive pas à la break. Effectivement, si on arrivait à break cette tendance baissière, ce serait une très 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 bonne chose. Pour l'instant, je patiente, concrètement. C'est de la spéculation sur Ruby, je vous dis pas le contraire. C'est pour ça que je possède qu'une petite position dessus. J'ai hésité à revendre à l'approche de la résistance. Je l'ai pas fait. Je vais voir comment ça se goupille. Honnêtement, vu que c'est pas une de mes grosses positions, je suis prêt à attendre, voir un petit peu comment ça se résout. Et puis à voir, vous voyez qu'on a aussi la moyenne mobile de 100 périodes qui est juste là, on en est encore très loin. Donc l'avenir nous dira ce qui se passe du point de vue de Ruby.
Il y a des points positifs, notamment le fait que l'entreprise elle ait des ambitions en termes d'énergie renouvelable. Malheureusement, tout ça, ça demande de l'argent et du temps. Donc ça peut être à surveiller. Ensuite, on sait que le marché actuellement, il est un petit peu dans l'indécision vis-à-vis de Ruby. C'est aussi une entreprise qui a été impactée par tout ce qui s'est passé en Afrique et évidemment par rapport à la conjoncture économique mondiale. Donc elle a quand même beaucoup subi, même si la tendance baissière, elle a commencé bien avant. Et vous voyez que pour l'instant, la partie énergie renouvelable, elle représente que 0,5% du chiffre d'affaires. C'est en augmentation, mais comme je vous le disais, ça va prendre du temps. Il va falloir voir quand est-ce que le marché va prendre ça en compte. On n'a pas que des points négatifs en termes de résultats. On va aller voir ça tout de suite. Même si on a été effectivement bien impacté par la crise et qu'on a des marges qui sont en baisse, donc ça va être un des objectifs de l'entreprise. En revanche, globalement, on a un chiffre d'affaires qui est en croissance. On a aussi un leverage qui reste correct aux alentours de 2, un petit peu en dessous. Il ne faudrait pas qu'on aille beaucoup plus haut parce que ça voudrait dire que l'entreprise pourrait avoir des difficultés à rembourser sa dette, ce qui n'est pas le cas actuellement, donc c'est plutôt un point positif. Si on regarde un petit peu sur GuruFocus, on voit qu'on n'est pas si mal noté. On a un 6 sur 10 en termes de santé financière, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Effectivement, par rapport à l'historique, on est dans le négatif parce qu'on vient quand même de subir une crise assez importante. Et vous voyez qu'en termes de GF Value, on anticipe des choses qui sont positives et donc on serait actuellement très sous-évalué par rapport au potentiel de l'entreprise. On a aussi 3 warnings qui, je pense, rejoignent ce que je vous disais en termes de marge, comme vous le voyez ici. Et on a aussi un warning qui me paraît pas si important que ça sur le fait que la valeur de l'entreprise, elle augmente plus rapidement que la croissance de ses revenus. Finalement, vous voyez qu'on est à 7,1% contre 6,2%, c'est pas non plus une extrême différence, mais c'est surtout que le fait que l'action, elle est en train de vivre un léger rebond. Donc c'est pour ça qu'on a ce warning là, qui pour moi n'est pas à prendre en compte actuellement. Faut regarder la globalité. On a aussi en medium warning un payout ratio qui est trop élevé. On a aussi en termes de medium warning un payout ratio qui est élevé, qui est trop élevé. Donc il faut aussi prendre en compte que l'entreprise peut être amenée à diminuer son dividende. Ça, personnellement, je pense que le marché s'y attend. Mais ça pourrait aussi conduire à une correction en bourse, à une sanction du marché. Alors attention pour Ruby, c'est pas du tout un conseil en investissement, je ne fais pas de conseil en investissement. Personnellement, j'ai décidé de spéculer sur cette action, c'est à mes risques et périls. Je sais d'ailleurs que dans la communauté, il y en a énormément qui ne sont pas d'accord avec ma position. Je suis grand, je prends mes propres décisions. C'est pas grave, vu que c'est pas une grosse position dans mon portefeuille, je suis quand même pas non plus totalement fou, donc c'est un risque que je suis prêt à prendre, c'est de la spéculation, ça m'arrive d'en faire, c'est pas ma stratégie d'investissement qui est basée là-dessus, donc aucun souci pour moi à ce niveau-là. Et il y a une dernière action dont je voudrais vous parler, que j'ai découvert sur la chaîne YouTube Ibu, je sais pas si vous connaissez, ils font pas mal d'analyses, je suis pas entièrement d'accord avec leur stratégie, avec leur façon de faire, mais là pour le coup, j'ai trouvé que leur analyse sur Valeo était super intéressante. Comme vous le voyez, Valeo c'est une société qui est malmenée en bourse depuis 2017. Ce qu'on va essayer de définir, c'est est-ce que c'est justifié ou au contraire, est-ce que c'est un petit peu exagéré de la part du marché. Donc Valeo, c'est une société d'équipement automobile. On voit tout de même qu'à hauteur de 22%, c'est des équipements qui sont liés au moteur thermique. Donc à l'avenir, ce ne sera pas forcément un domaine qui sera un secteur qui sera porteur. En revanche, tous leurs autres secteurs d'activité, ils sont plutôt porteurs avec des systèmes de propulsion, des systèmes de visibilité et des systèmes de confort et d'assistance pour les consommateurs. Globalement, on a un revenu qui est croissant, mais en revanche, on a un cash to debt qui
Et à la faveur de la dette depuis quelques années, notamment depuis 2017, vous voyez qu'on avait un cash qui était quasi équivalent à la dette, et petit à petit, le cash est resté globalement stable, a légèrement augmenté, alors que la dette, elle, a beaucoup augmenté. Ça peut être l'un des points pour lequel le consensus du marché est plutôt négatif et pour lequel la société diminue. Mais ce n'est pas uniquement lié à ça. En termes de santé financière, on est moyen. On est sur du 5 sur 10, c'est ce qu'on voyait avec le cash to debt. Il y a d'autres éléments qui font finalement cette note, mais on ne va pas les détailler ici. En termes de profitabilité, on est sur du 7 sur 10. On n'a pas d'avantage concurrentiel sur cette entreprise, on est sur du moyen par rapport au secteur d'activité et par rapport à l'histoire de l'entreprise. Alors, est-ce que ça justifie cette sous-évaluation là qu'on est en train de vivre? Il y a d'autres éléments à prendre en compte, notamment des annonces un peu négatives en termes de résultats pour l'entreprise, et aussi la conjoncture économique qu'on est en train de vivre, qu'on a vécu, qui a été globalement pour le secteur d'activité assez néfaste, et vous verrez tout à l'heure que c'est pas la seule entreprise du secteur d'activité à avoir été malmenée en bourse. On a des warnings qu'on va aller voir tout de suite. Alors, dans un premier temps, effectivement, il y a la dette à long terme. Ça on l'a déjà évoqué, c'est un warning important. Ensuite, on a des marges qui déclinent. Et ça, pour le marché, en bourse, c'est un gros carton. C'est ce qui fait aussi que l'entreprise, elle est autant malmenée en bourse. Après, on a des points positifs en termes d'évaluation. Effectivement, on est sous-évalué. Donc, on peut quand même se dire que le marché, il réagit un petit peu trop dans l'excès à la baisse. Actuellement, dans les news un peu récentes finalement, on a le fait que Valeo souhaite réorganiser ses structures pour pouvoir supprimer des postes. Alors, on voit beaucoup dans les médias que c'est une mauvaise chose. Pour moi, c'est pas forcément une mauvaise chose à long terme. Ça veut dire que l'entreprise, elle se réorganise pour être plus efficace. Donc pour moi, c'est pas forcément un aspect qui est si négatif que ça. Et comme vous le voyez, ces suppressions de postes, elles sont pas uniquement attribuées à Valeo. On voit aussi que chez Michelin, Continental et Bosch, on a ce genre de projet. C'est plutôt normal au vu de la conjoncture économique. L'un des enjeux actuellement pour Valeo, c'est effectivement la transition vers l'électrique. Et là-dessus, je trouve qu'ils sont plutôt bien positionnés. Ils ont beaucoup de projets qui vont dans ce sens-là. Évidemment, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent perdurer sur le long terme, ils doivent aller dans ce sens. Vous voyez, on a des projets notamment avec Renault sur des moteurs électriques sans terres rares. Vous savez aussi que tout ce qui va être métaux, c'est un enjeu dans la transition écologique parce qu'on va en avoir de plus en plus besoin et eux, ils cherchent des solutions pour justement pallier à ça. Donc Valeo, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas ? On a un chiffre d'affaires qui est en croissance, effectivement des marges qui sont en baisse, ça il va falloir y pallier, mais c'est peut-être un passage nécessaire vers la transition énergétique dont tout le monde parle. En termes d'endettement, on a un leverage qui est maîtrisé, c'est une entreprise qui arrive tout de même à rembourser sa dette, donc finalement il y a quand même des choses à relativiser. On a un free cash flow qui est en augmentation, donc le maître mot finalement pour moi sur Valeo, c'est pourquoi pas. Et on va aller analyser un petit peu le graphique. Effectivement, on est en forte baisse depuis 2017 et on s'approche de supports qui sont extrêmement bas, des niveaux qu'on n'a pas connus depuis la fin du Covid. Si on regarde à plus long terme, c'est une entreprise qui a été quand même en croissance, qui a eu quand même une belle croissance. On reste sur une tendance à long terme qui est haussière, comme vous le voyez là. On a cassé un petit peu cette tendance haussière en 2008, mais vous voyez que globalement on est sur une tendance haussière. Donc Valeo, effectivement, c'est peut-être une entreprise qui va m'intéresser. Je vais m'y intéresser de façon plus poussée. Et puis si je décide de me positionner dessus, vous voyez qu'on est quand même en train de casser certains niveaux. On a un support baissier que vous voyez juste là en bleu et on se rapproche d'autres supports qui vont aussi être cruciaux. Donc je vais y réfléchir pour Valeo, mais pourquoi pas,
c'est une entreprise qui peut être intéressante à long terme. Vous voyez qu'on est en train de casser pas mal de supports, donc c'est une tendance baissière qui n'est pas terminée, il faut être prudent, mais je vais approfondir le sujet et c'est peut-être une action que j'ajouterai à mon portefeuille. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne.